saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Nos qualités respectives, chers membres des CODIDEF, notre plaidoyer de ce jour vise à rappeler à l'État congolais qu'il a la responsabilité ou l'obligation de protéger les droits humains et pas simplement de réprimer leurs violations. Pour le citoyen moyen, protéger les droits humains signifie prévenir la perte de ses droits et non punir ceux qui ont réussi à priver une personne de ses droits ou ont essayé de le faire. Cette obligation positive justifie pleinement la lutte des États contre les actes de violence dans le respect des droits fondamentaux, en commençant d'abord par l'interdiction de l'arbitraire. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, un penseur disait: si par vos actions, vous créez un héritage qui inspire les autres à rêver plus haut, à apprendre davantage et à agir efficacement et à évoluer comme personne, alors vous êtes un leader. Ainsi donc, aucun mot, aucune phrase ne peut en ce moment traduire fidèlement ma pensée, seul de voir notre organisation, CODIDEF-ONGD, être une ONGD de référence en RDC, tant pour l'État congolais que pour tous ceux qui seront bénéficiaires de nos prestations. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, à ce jour, CODIDEF a élaboré plusieurs projets tels que renseignés sur notre dépliant que nous allons mettre à votre portée, notamment dans les différents domaines venant en appui aux droits humains et le renforcement des capacités de nos membres. Je ne peux conclure ces mots de circonstances sans toutefois que je m'adresse personnellement et de façon particulière à l'ensemble de nos invités pour leur dire merci d'avoir répondu à notre invitation, mais aussi que CODIDEF-ONGD compte s'appuyer sur leur bonne volonté de nous accompagner à l'accomplissement de nos objectifs respectifs, pour ainsi dire que votre assistance, de quelque nature que ce soit, c'est nos activités de ce jour. Je voudrais par la même occasion dire ceci, que la journée internationale des ONG est généralement célébrée chaque le 27 du mois de février. Mais étant donné que nous avons souhaité la fêter aujourd'hui pour permettre aux médias d'avoir le temps d'enregistrer notre activité pour la passer normalement la journée du 27, c'est la raison d'être qui justifie notre présence en ces lieux. Je voudrais également saisir l'occasion pour dire à nos invités merci pour votre présence. Certes, la journée d'aujourd'hui, très souvent dans la violence contre les innocents pour faire. Ça, sont des préoccupations assez importantes.
La première préoccupation à ce qui concerne par rapport à l'appropriation de la pornographie par la population et l'État congolais. 10 ans après. Au fait, 10 ans après, le rapport NAPIC devrait être approprié par la population et non par l'État congolais. J'ai noté dans ma communication une phrase que je ne vais pas exploiter. C'est puisque les temps faisaient défaut, où j'étais en train de souligner que le rapport NAPIC, c'était l'outil fondamental donné à la République démocratique du Congo pour la définition, en d'autres termes, la mise en place de la politique de la gouvernance judiciaire et démocratique. Et ce qui amène que la population, comme les gouvernants, devrait s'en approprier pour mieux définir la politique de gouvernance, pour mieux définir la politique de gouvernance aussi démocratique, pour mieux définir l'avenir de la République démocratique du Congo par rapport à la paix. Nous devrions nous approprier les rapports au MAPIC. Mais il s'est fait qu'une observation importante, c'est que le rapport MAPIC, depuis sa publication, il n'a pas été vulgarisé auprès des populations. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Peut-être la raison fondamentale, ça a été la sensibilité de ces rapports. Nous tous nous avons suivi. Lorsque les Nations Unies avaient publié le rapport MAPIC en 2010, il y avait des réactions terribles. Entre autres, vous avez vu comment le Rwanda, les autres pays comme Angola, tout cela, étaient en train de s'agiter. Puisque ce sont des pays qui se trouvent également cités dans le rapport MAPIC par rapport à ces faits. Et je pense que cet état d'esprit ne pouvait pas encourager les communs de mortels de pouvoir en parler. Nous en parlons puisque ce sont les organisations des droits de l'homme, les gens se sont décidés de donner le meilleur de leur vie pour défendre, pour donner la contribution pour que l'État puisse avancer dans le sens du point de l'État civilisé. Et je pense que ça doit être le premier facteur, la question liée aux agitations, au manque de garanties sécuritaires pour certaines personnes. Et la sensibilité du rapport, c'est ce qui a fait que les rapports ne soient pas assez vulgarisés. Et ici, lorsqu'on en a laissé, mais écoutez, ça, quand ça arrive dans les sons des professionnels, je me demande, mais est-ce qu'au Congo, il y a des professionnels de droit? Puisqu'il faut partir par la première condition, la République doit demander la demande. Mais qui fait la demande, vous connaissez le mécanisme, c'est le Parlement qui vote les lois, et cette loi maintenant doit être approprié par le président de la République en termes de demande qu'il envoie maintenant auprès du secrétaire général des Nations Unies via le gouvernement de le ministre des Affaires étrangères. Mais dans le cas du moins de la configuration de notre pays, là où nous étions, peut-être aujourd'hui, oui, disons moi j'ai assez d'espoir, puisque comme on est en train d'échanger de figures, nous devons le dire, c'est une vérité. Dans le cas de cette configuration qui était là, est-ce que voyez-vous qu'un Parlement qui, dans une des chambres, vous avez quand même pas, qui est cité dans le rapport MAPIC, il peut demander qu'on puisse mettre un tribunal pénal pour qu'il demain, qu'il soit jugé. Non, c'était fastidieux. Un Parlement où vous avez, dans la chambre basse, vous avez dans l'Assemblée nationale, un bureau du FCC. Or, nous savons que la plupart de tous ces gens, hier, ils étaient dans la certaine société de la rapport MAPIC. Est-ce qu'ils vont accepter qu'il puisse avoir un tribunal pénal international? Donc, c'est impossible. Et cette demande-là ne pourrait jamais arriver. C'est pourquoi je dis que c'est utopique. Et peut-être dans cette configuration actuelle, nous pouvons espérer renforcer les plaidoyers pour que, avec notre frère Kaboul, puisse maintenant nous amener une loi qui encourage le président de demander au Conseil de sécurité
Ça, c'est la forme. Mais par rapport maintenant à la faisabilité, une fois la demande est faite, à ce moment, je ne pense pas que cela soit possible, c'est puisque ça demande beaucoup de moyens. Or, l'expérience du tribunal pénal sur les Rwanda a été vraiment négative vis-à-vis de l'accord communautaire international. Ça a coûté beaucoup d'argent, mais le résultat a été presque nul. Ce qui fait que la communauté internationale est plus intéressée maintenant à encourager les chambres mixtes spécialisées, renforcer les capacités de juridiction interne pour que les juridictions internes puissent s'en occuper. Et c'est dans ce processus où nous avons eu à faire le premier plaidoyer qui nous a mené aux lois de mise en œuvre des statuts de Rome et qui nous ont amené à une innovation. Les crimes internationaux doivent être aussi jugés pas seulement par les juridictions militaires comme c'était depuis 2015 maintenant. La cour d'appel, c'est la première juridiction qui doit connaître ces crimes. Et bien ça, ce sont des bonnes innovations et il revient maintenant à notre justice de pouvoir s'en approprier. Alors, je tiens à parler que la question, comme vous avez dit, la question fondamentale, c'est la question de la volonté politique. Et en guise de recommandation, comme je m'avais conseillé, vous demandez quelle recommandation que je peux faire. La recommandation est simple. La première recommandation, nous devons mettre fin à l'impunité. L'État congolais ne peut jamais se stabiliser si la justice n'est pas actionnée. Impossible. La justice a des rôles importants. Les rôles préventifs et les rôles répressifs. Quand la justice est sévère, ça donne des leçons aux autres délinquants de ne plus faire tels actes. Mais lorsque vous ne sanctionnez pas, demain après demain, c'est comme ça que nous avons vu, nous voyons maintenant du coup, il y a 50 milices qui se créent du jour au jour. Et les responsables de toutes ces milices qui se créent à l'est du pays, comme de là, se trouvent à Kinshasa. Je ne cesse pas de le dire, je le dis dans tous les forums. Ici comme à l'étranger, se trouvent à Kinshasa. Mais pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Pourquoi on ne les met pas hors d'état de nuire? Mais si aujourd'hui on faisait une action judiciaire contre 2 grands politiciens ou 3 grands politiciens qui alimentent ces histoires-là, dans la seule finalité de dire qu'ils voudraient se faire interlocuteurs valables auprès du chef ou de l'État. Voilà. Dans mon coin là-bas, il y a ce qui brille. Vous voulez que cela prenne fin? Moi, je suis là. J'ai toutes les possibilités et la recette pour le mettre. C'est uniquement ça, ce qu'ils envisagent. Leur positionnement politique. Alors, nous devons encourager d'abord la lutte contre l'impunité, la répression de tous ces présumés auteurs de tous ces crimes. Pour ce faire, mobilisons-nous à mettre en place la commission vérité et réconciliation. C'est vraiment important. Nous devons mettre en place. Et qui doit mettre en place ça? Parlant des violations des droits aux droits humains. La question que vous m'avez posée a la réponse dans votre numéro. Dans votre numéro, vous avez reçu de notre part les statuts des Côte-d'Ivoire. Lesquels statuts disent qu'ils sont appelés à faire l'extension à travers toute la République. Et non seulement vous accompagner dans cette promotion des droits de l'homme, il y a la vulgarisation, comme vous venez de le dire, mais aussi à la protection des droits humains par cette interprétation que nous venons de faire aujourd'hui. Soyez rassurés, Madame le Secrétaire Général, que notre ONG Côte-d'Ivoire, lorsque vous inviterez à la prochaine fois, c'est pour nous étaler devant vous ce qu'il a fait, et même l'accompagnement de province. J'espère avoir donné la réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la réponse. Le premier intervenant de la population et pour le deuxième intervenant des ONG des droits de l'homme, lorsque ceux qui violent le droit de l'homme sont promus au vu et au su de tout le monde. Et j'illustre ma question par le fait que ceux qui se sont comportés en belligérants ont fini par faire ce que nous avons appelé 1+4, c'est-à-dire
après avoir tué nos frères et sœurs à travers la République démocratique du Congo, ils sont devenus des vice-présidents. Que devait être l'attitude de la population et que devait être l'attitude des ONG des droits de l'homme face à ce que je serais qualifié. Mais au moins, c'est ça la situation. Merci. Comme qui dirait à tout seigneur, tout honneur, j'ai vu l'entrée dans la salle de Madame, Son Excellence, Madame la ministre de la fonction publique. Si le plaît se mettre debout pour que nous puissions l'acclamer. Nous tenons à vous signaler qu'elle devait être là depuis quand elle a appelé, mais les devoirs de l'État l'ont empêchée. Et quand elle a appelé, nous lui avons dit que ça ne servait à rien, puisque nous tendons vers la fin, mais elle a insisté, puisque j'avais eu l'engagement de venir, je dois venir, raison pour laquelle nous l'encourageons d'être parmi nous, parce qu'en dehors de ses préoccupations étatiques, elle a fini quand même par arriver. Merci Madame la Ministre. Encore, vous avez une question. Pendant que les autorités sont en train de citer dans le livre d'or, nous prions à ceux qui ont eu des préoccupations mais qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer dans la salle. Si vous attrapez un intervenant dans le couloir, n'hésitez pas à leur flanquer vos questions et ils ont le droit d'y répondre. Dès que vous le trouvez au couloir, vous avez droit à la question. En attendant, il y en a qui sont jeunes, dans le sens que dans les trentaines, mais ils y viennent au moment du contrôle avec les matricules de quelqu'un qui a 60, 70. Justement, c'est pour ça que c'est ce travail-là que nous avons. Même si vous êtes jeune, comment vous avez acquis cet arrêt? C'est parce qu'au fait, la mentalité, c'est quoi? Moi, c'est que je ne comprends pas. Normalement, le matricule, tu le fais, tes démarches toi-même, et il trouve quelqu'un, ça fait la démarche. Alors, la personne, pour bouffer l'argent, il ramasse les matricules de tout un chacun, même de votre, là, il donne à quelqu'un. C'est pourquoi, madame, il faut toujours faire les choses correctement. Ouais.